Californie, sud de la baie de San Francisco. Dans cette zone de quelques centaines de kilomètres carrés, l'avenir du monde est en train de se jouer. Au lieu de l'innovation technologique, la Silicon Valley tient son nom du Silicon Chip, le microprocesseur à base de silicium fabriqué ici dans les années 1960. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, la Silicon Valley est devenue toute puissante. Non contente d'avoir investi tous les secteurs de l'économie, ce berceau des technologies numériques utilise désormais les milliards de dollars de bénéfices défiscalisés qu'elle a engrangés pour renforcer son monopole et imposer sa vision de l'avenir. In a recent survey of millennials around the world, asking what most defines our identity, the most popular answer wasn't nationality, ethnicity, or religion. It was citizen of the world. That's a big deal. Faire le bien, créer des communautés, s'ouvrir au monde. Dans la Silicon Valley, les entreprises comme Facebook participent activement à l'élaboration d'une utopie technologique mondiale. Depuis leur bulle, elles échafaudent des solutions virtuelles pour lutter contre tous les maux de l'humanité. Les origines de cette mutation sont à rechercher dans un vieux rêve technocratique. Les technocrates sont depuis toujours persuadés qu'ils peuvent tout optimiser. Quant aux ingénieurs, ils se délectent d'apporter des solutions à tout. Ensemble, ils ont rêvé d'un monde qui fonctionnerait comme une machine bien huilée. Hello, CQ, the TechNet. Hello, CQ, the TechNet. W6SFL is calling CQ, the Technocracy Amateur Net, and standing by for W6WAY Venice. W6QFL checking in with traffic for W6DVS for Operation Columbia. In the wee small hours of the morning, June 26, 1947, Technocracy's gray fleet was rolling out of Los Angeles. At last, we were on our way. Aujourd'hui tombé dans l'oubli, le mouvement Technocracy Incorporated mobilise quelques 500 000 adeptes aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Créé en réponse à la crise de 1929, ce mouvement ambitionne de remplacer les systèmes politiques jugés inefficaces et dépassés par une gestion scientifique des affaires humaines. Afin de faire connaître l'ordre social qu'il se propose d'instaurer, ces ingénieurs en costume gris sillonnent une partie de l'Amérique et notamment ce qui deviendra la Silicon Valley. On the ground, portions of the Gray Fleet like this are mobilizing all over North America for mass demonstrations to arouse curiosity and to make the American public technocracy conscious. Les technocrates et leurs costumes gris ont disparu, mais leurs rêves ont été repris par une armée de brillants jeunes ingénieurs en t-shirt et sweat à capuche. Ils passent leur temps à innover sous la houlette de PDG charismatiques qui utilisent leurs richesses, leur savoir et les données qu'ils détiennent pour conquérir le monde. La taille de leurs quartiers généraux, qui n'a rien à envier au Pentagone, en dit long sur leurs ambitions. Ces immenses complexes horizontaux n'ont qu'un seul but: filtrer, organiser, analyser et monétiser tous les échanges humains. Mais l'architecture de ces constructions révèle une vision de l'avenir héritée du passé. Une vision née à la fin des années 60. À l'époque, beaucoup pensaient que les outils à leur disposition leur permettraient de bâtir un monde où l'individu, en harmonie avec la nature, pourrait se libérer du modèle économique dominant. C'est entre 1966 et 1973 que s'est créé le plus vaste mouvement communautaire de toute l'histoire des États-Unis. Les gens sont retournés à la terre par dizaines de milliers pour bâtir, grâce aux outils produits par la société moderne, des communautés partageant un même état d'esprit et une même conscience.
J'ai grandi dans l'est du Connecticut, dans une zone rurale. Il n'y avait qu'une seule librairie hippie dans la région. Je me souviens y être allé en 1971 et avoir découvert avec fascination le All Earth Catalogue. C'était l'époque de la contre-culture, mais elle n'était pas très visible. À moins d'être en lien avec des communautés ou d'avoir des amis qui faisaient partie de ce mouvement, on ne savait pas où trouver les gens. À l'époque, Internet n'existait pas. On ne pouvait pas rechercher le nom de quelqu'un dans Google. Donc ce catalogue, c'était comme une carte des communautés des années 60. Il suffisait de le feuilleter pour voir les outils utilisés, l'endroit où vivaient les gens, à quoi ils ressemblaient, comment ils étaient habillés. C'était un concentré de contre-culture. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Voici la dernière édition du All Earth Catalogue de 1971. À ses débuts, en 1968, c'était simplement une soixantaine de pages qui recensaient les outils dont on pouvait avoir besoin pour un retour à la Terre. En le parcourant, on voyait un monde rêvé dans lequel les outils permettaient de rapprocher les gens. Le lecteur était censé y trouver tout ce dont il avait besoin pour se construire son petit univers, mais aussi pour entrer en contact avec d'autres personnes, même éloignées. En achetant leurs outils ou en conseillant d'autres, ça permettait de créer un réseau. Et on voit vraiment réapparaître le même genre d'idéal avec une plateforme comme Facebook. Our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? And how about personalizing education so everyone can learn? These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose. Mark Zuckerberg semble hésiter entre la posture d'homme politique et celle de prédicateur. Même si Facebook a plus d'adeptes que la plupart des religions, son mode de fonctionnement apparaît souvent en contradiction avec sa profession de foi. Ce qui pose problème aujourd'hui et qui remonte aux années 60, c'est la remise en cause des institutions. L'idée, c'est qu'il faut leur tourner le dos et construire de petits réseaux de personnes de même sensibilité pour changer le monde. C'est une idéologie héritée du mouvement hippie. Mais toutes ces expériences communautaires, sauf dans le cas de groupes religieux ou totalitaires, se sont rapidement soldées par des échecs cuisants. En créant un réseau mondial capable d'organiser les individus, les ingénieurs de Facebook ont radicalement transformé les règles du jeu politique. Le projet du géant d'Internet est clair. Organiser en communauté virtuelle des personnes partageant les mêmes opinions afin de régler les problèmes que les gouvernements semblent incapables de résoudre. Ce sont les contribuables américains qui ont financé la recherche fondamentale à laquelle on doit, entre autres, Internet et l'iPhone. Puis l'État a abandonné cette manne à des entreprises privées, remettant ainsi de facto notre avenir entre leurs mains. Sous prétexte de progrès pour l'humanité, leur course effrénée à l'innovation n'est-elle pas en train de nous conduire tout droit au cauchemar du meilleur des mondes? Ladies and gentlemen, the distinguished author, Mr. Aldous Huxley. Brave New World is a fantastic parable about the dehumanization of human beings.
In the negative utopia described in my story, man has been subordinated to his own inventions. Science, technology, social organization, these things have ceased to serve man. They have become his masters. Interviewé en 1957, l'écrivain évoque un avenir où l'homme en viendrait à aimer son esclavage. Aujourd'hui, sa prophétie semble plus pertinente que jamais. You're talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let's become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could, let's say in the next quarter century, the next century, could come here to our shores? I think it could. I mean, that's why I feel it's so extremely important here and now to start thinking about these problems, not to let ourselves be taken by surprise by the new advances in technology. Les dérives ultra-capitalistes de la Silicon Valley se sont inspirées de l'objectivisme, une philosophie mise au point par Ayn Rand qui prône les vertus d'un égoïsme décomplexé. Throughout the United States, small pockets of intellectuals have become involved in a new and unusual philosophy which would seem to strike at the very roots of our society. The fountainhead of this philosophy is a novelist, Ayn Rand. And let me start by quoting from a review of this novel, Atlas Shrugged, that appeared in Newsweek. It said that you are out to destroy almost every edifice in the contemporary American way of life, our Judeo-Christian religion, our modified government-regulated capitalism, our rule by the majority will. Other reviews have said that you scorn churches and the concept of God. Are these accurate criticisms? Yes, I agree with the facts, but not the estimate of this criticism. Namely, if I am challenging the base of all these institutions, I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that man must sacrifice himself to others, which is the present-day morality. Elle a développé un concept qu'elle a nommé objectivisme, parce qu'il se base sur une réalité objective à laquelle l'esprit humain peut accéder par la raison. Et selon elle, si on raisonne correctement, on s'aperçoit que le capitalisme est le meilleur système moral et politique. C'est non seulement le meilleur, mais c'est également le seul qui est moral, car il est centré sur l'individu. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. And nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others. I hold that man should have self-esteem. C'est une vision du monde très manichéenne et binaire. Il y a les bons et les méchants. C'est un système extrêmement logique. Une fois que vous avez accepté les principes de base, tout s'enchaîne. Ça ressemble à un programme informatique basé sur la non-contradiction et sur les liens logiques. Elle assemble les composants de base pour former une idéologie complète, rationnelle, logique, qu'elle se propose d'appliquer aux relations sociales, aux comportements humains et aux codes moraux. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des nouvelles technologies, où tout est très tranché, où il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, ceux qui travaillent avec des outils numériques et n'ont pas le droit à l'erreur, voilà une grille de lecture très séduisante qu'on peut appliquer au monde dans son ensemble. C'est l'un des membres du cercle rapproché d'Ayn Rand qui a piloté l'économie américaine durant près de 20 ans. I want to introduce Chairman Greenspan by saying first that, as far as I know, he was one of the first people to speak of the new economy. Alan Greenspan a réussi à convaincre Bill Clinton que l'économie était entrée dans une nouvelle ère, régie par des algorithmes puissants capables de limiter les risques. One result of the more rapid pace of information technology innovation has been a visible acceleration of the process of so-called creative destruction, a shifting of capital
from failing technologies into those technologies at the cutting edge. Au nom de cette nouvelle économie, Alan Greenspan a supprimé les dernières régulations qui encadraient encore les lois du capitalisme, provoquant ainsi une nouvelle ruée vers l'or dans cette partie de la Californie. À la fin des années 90 et au début des années 2000, on a assisté à l'essor des premières entreprises sur Internet. On est passé du commerce classique, physique, au commerce numérique, avec un accès instantané au marché mondial. Et les entreprises faisant du business en ligne ont commencé à voir leur chiffre d'affaires croître beaucoup plus vite que celui des entreprises traditionnelles. Aujourd'hui, il y a disons 4 ou 5 entreprises qui font la pluie et le beau temps. Apple, Google, Amazon, Microsoft et Facebook. Et cet ordre est à peu près celui des 5 plus fortes cotations en bourse des États-Unis. Donc ça montre bien qu'on a trouvé la recette. Aujourd'hui, les autocars de luxe qui conduisent les employés de Google sur leur lieu de travail n'affichent aucun logo. La discrétion est de rigueur, car les lois de la concurrence qui régulaient jusqu'à présent le capitalisme et le rendaient moralement acceptable ont volé en éclats. La Silicon Valley a décidé de s'affranchir de ces règles du jeu pour mieux imposer son monopole à des pans entiers de l'économie. There are two kinds of companies in this world. There are companies that are competitive and there are companies that have monopolies. If you're a one-of-a-kind company, a happy company that's doing something different, you are a monopoly. It is the goal of every founder, of every entrepreneur. It should be their goal to try to build a monopoly business. The example of a fantastic monopoly business I give is Google, which basically has had no competition in search since 2002, when it definitively distanced itself from Microsoft and Yahoo, and it's been making enormous profits for the dozen years or so ever since. La disruption, cette rupture provoquée par une innovation à tout crin, est la marque de fabrique des entreprises de la Silicon Valley. Mais cette rupture s'est faite surtout au détriment des équilibres sociaux existants. La Silicon Valley est une bulle qui attire des gens qui croient aux mêmes choses, aux mêmes possibilités, et qui ne se soucient pas du reste. Ils sont dans leur monde, ils fonctionnent en vase clos et ça leur va très bien. D'un côté, ça encourage l'innovation. Mais de l'autre, ça pose un énorme problème. Parce que maintenant que tout le monde utilise ces innovations à l'extérieur de la Silicon Valley, on se rend compte que ça fait voler en éclats tous les équilibres sociaux. Depuis leur smartphone, les gens peuvent avoir accès à des plateformes mondiales comme Netflix, Uber ou Facebook. Et ils y trouvent des contenus locaux qui les intéressent, parce que ces plateformes savent très bien offrir aux utilisateurs ce qu'ils cherchent. Mais ça favorise une sorte de néocolonialisme rampant et insidieux. Et personne ne semble s'intéresser vraiment à la remise en question du contrat social que ces plateformes entraînent. Les États peuvent-ils encore protéger leurs citoyens des effets néfastes de cette domination technologique ? L'élection de Donald Trump a démontré sans équivoque que l'avenir proposé par la Silicon Valley était loin de faire l'unanimité. Les politiques protectionnistes et anti-immigration du président américain semblent condamner d'avance tout dialogue avec les dirigeants de la tech. Pourtant, ces entreprises ont besoin de l'État pour obtenir un cadre législatif favorable à leurs activités et pour bénéficier de commandes publiques. Many of you for the first time, and certainly the first time meeting as the American Technology Council. We're joined by an incredible group of leaders on the absolute cutting edge of innovation, including many CEOs from the world's most successful businesses. Lorsqu'ils rencontrent Donald Trump, les patrons de la Silicon Valley sont convaincus de pouvoir faire mieux que les dirigeants élus. Bien qu'ils sachent pertinemment qu'ils n'ont aucun mandat pour agir, ils s'en donnent malgré tout les moyens. I'm Tim Cook from Apple.
The U.S. should have the most modern government in the world, and today it doesn't. The government should be focused on its citizens, and the services of the government should be measured on how pleased the citizens are with receiving those services. And I think it would be impossible to overstate this, is that the United States needs to, in every way, at every level, be working on machine learning and artificial intelligence. And that can be used in every part of government to improve the services that government provides to citizens. Thank you, Jeff. Very good. Les gouvernements sont dans une position délicate, pris entre d'un côté des problèmes mondiaux comme le réchauffement climatique, la robotisation ou la crise des réfugiés, et de l'autre, les répercussions locales de ces problèmes en termes de chômage et de précarité de la population. Les frontières des gouvernements ont tendance à disparaître, mais pas les institutions qui gèrent ces frontières. Résultat, on assiste aujourd'hui à des situations chaotiques en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. À mon avis, ça vient du décalage entre la liberté et l'absence de frontières qu'on a sur Internet et la façon dont on vit au quotidien, qui est très locale et très délimitée dans l'espace. Les gouvernements ont moins de pouvoir, les multinationales en ont plus. Ceux qui sont en position de protéger les citoyens n'ont plus les moyens de le faire, et ceux qui seraient en position de le faire n'ont pas la légitimité politique pour ça. But what I think really needs to happen is the majority of people need to say, hey, this is not only something I want to see happen, but this is something that needs to happen now. Quand Mark Zuckerberg s'adresse aux 2 milliards d'utilisateurs de sa plateforme pour condamner la politique anti-immigration de Trump, il fait clairement la démonstration de son pouvoir. Mais à quel titre? En tant que chef d'entreprise ou leader d'un nouveau mouvement politique? You're serving different customers, and you're working jobs. You're at tech companies, and I mean this is what the country is doing, right? And it would be just a massive setback, both morally, socially, and economically, if we fail to deliver on this. La puissance de la Silicon Valley ne cesse de croître, et avec elle, son mépris pour le gouvernement. Même Peter Thiel, lorsqu'il fait campagne pour Donald Trump, affiche ouvertement sa condescendance. When I moved to Cleveland, defense research was laying the foundations for the internet. The Apollo program was just about to put a man on the moon. The future felt limitless. But today, our government is broken. Our nuclear bases still use floppy disks. Our newest fighter jets can't even fly in the rain. And it would be kind to say the government software works poorly, because much of the time it doesn't even work at all. That is a staggering decline for the country that completed the Manhattan Project. We don't accept such incompetence in Silicon Valley, and we must not accept it from our government. Pour Jeremy Gardner, jeune investisseur en capital risque de 25 ans, cette contrepartie est inévitable, même s'il en mesure pleinement les conséquences. C'est dans la Silicon Valley que se créent les entreprises les plus riches et les plus influentes de l'histoire. Aucune n'a réuni autant de données sur la population mondiale que Google et Facebook. Ce qui modifie forcément l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis et dans le monde. Et ça va inévitablement poser la question de la responsabilité de ces sociétés de la Silicon Valley vis-à-vis des citoyens américains et du monde entier. Parce qu'elles vont devenir les plus grandes puissances ayant jamais existé. Elles seront plus puissantes que l'Empire romain, que les Mongols ou que l'Empire britannique. Et ce, simplement parce que Facebook détient des informations personnelles sur 2 milliards d'individus. Et ce nombre ne va faire qu'augmenter. De plus en plus de gens vont utiliser Instagram, WhatsApp et Facebook au quotidien. Ce qui va non seulement faire de Facebook la référence en matière de vérité, puisque c'est le sujet qui préoccupe beaucoup de gens aujourd'hui, mais également en matière d'image de soi, parce qu'on met une grande part de notre vie sur Internet.
Ce qui pose une question très intéressante. Qui va demander des comptes à ces entreprises? Sans doute leur conseil d'administration, mais les actionnaires vont préférer donner aux dirigeants et aux fondateurs tous les pouvoirs. Et il va être très difficile de leur demander des comptes. En même temps, je préfère confier mes données personnelles à Mark Zuckerberg qu'à Donald Trump. Les entreprises de la Silicon Valley sont et seront toujours soumises aux injonctions du néolibéralisme. Elles sont condamnées à la croissance afin de satisfaire leurs actionnaires, plus intéressés par leur valeur en bourse que par leur chiffre d'affaires. Entre le département d'État et les cadres des principales entreprises d'Alphabet, la nouvelle maison mère de Google, la collaboration est si étroite que la politique étrangère des États-Unis semble parfois s'écrire à quatre mains. Lorsque leurs applications ont contribué à défier les régimes en place au cours des printemps arabes, Google et consorts ont été fiers de participer à la libération des peuples. Bien que cette révolution des smartphones ait surtout conduit au chaos, Jared Cohen, ancien du ministère des Affaires étrangères, croit toujours dur comme fer que la technologie peut permettre l'avènement de la démocratie. Sur les 5 milliards d'utilisateurs d'Internet, la plupart vivent dans des pays autocratiques. Donc il y a une compétition entre des pays comme les États-Unis et ceux d'Europe de l'Ouest qui souhaitent un mondialisme basé sur le libre-échange des informations, et des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, entre autres, qui veulent que l'infrastructure technologique mondiale reste bien cloisonnée et que les dissidents soient surveillés et censurés. Et personne ne sait qui va l'emporter. Au bout du compte, tout le monde finira par être connecté. Mais une intervention est indispensable pour veiller à ce que cette connexion se fasse dans le respect des principes démocratiques. Facebook et Twitter n'ont pas été conçus pour être des plateformes politiques, même si elles ont un grand rôle à jouer dans ce domaine. Et aujourd'hui, au sein de ces entreprises, ainsi que chez Google, il y a des équipes qui travaillent sur l'engagement citoyen et qui cherchent comment apporter aux gens des informations de qualité avant qu'ils n'aillent voter. Mais il n'en demeure pas moins, premièrement, que Facebook et Twitter ne sont pas des outils de communication politique, ni de promotion de la démocratie. Et deuxièmement, qu'il s'agit d'entreprises privées cotées en bourse, qui ont pour vocation de croître et d'augmenter leur rentabilité. Nous sommes pour un Internet libre et gratuit, accessible à tous. Et d'ailleurs, cette stratégie est aussi une bonne affaire pour nos actionnaires, car tous les nouveaux connectés qui utiliseront Google auront accès à la modernité, aux cartes de crédit et à la publicité. Donc nous sommes prêts à attendre 20 ou 30 ans pour que ces individus deviennent des consommateurs assidus de pubs sur Google. C'est dans notre intérêt, mais éthiquement, c'est aussi le meilleur choix. Avoir le contrôle de ces moyens technologiques, pouvoir utiliser des sources publiques gratuites qu'on peut modifier et améliorer à sa guise, c'est ça la souveraineté technologique. Or, les mouvements sociaux qu'on voit apparaître aux quatre coins du monde utilisent Facebook, Twitter et Google. Donc, ils n'ont aucune souveraineté technologique, puisque c'est un tiers qui détient leurs données. La liste de ceux qui soutiennent ces mouvements et toutes les données concernant ces révolutions sont la propriété d'entreprises de la Silicon Valley. Et ça pose un vrai problème. Grâce aux données qu'ils recueillent et stockent sur des centaines de milliers de serveurs, les géants d'Internet comme Google et Facebook ont transformé leurs usagers en marchandises monétisables. Edward Snowden a tout risqué pour dénoncer la vulnérabilité de ces données. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. The capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and
attack you on that basis, to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. La réussite des grandes entreprises repose de plus en plus sur la surveillance de leurs clients. Donc je vois mal comment elles résisteraient à la tentation de devenir Big Brother, surtout si elles perçoivent ça comme une nécessité. C'est leur nouveau gagne-pain. Leur vision des profits est basée sur la collecte de données personnelles. Et ces données n'ont rien d'abstrait. Elles concernent des gens comme vous et moi. Afin d'analyser ces flots de données personnelles, les agences de renseignement américaines ont investi dans de nombreuses startups. Quand je dirigeais la CIA, il y avait, c'est de notoriété publique, un fonds de capital risque indépendant à but non lucratif financé par la CIA du nom d'InQtel. Son rôle était d'écumer la Silicon Valley pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par la CIA, la NSA et les autres agences de renseignement. À mon initiative, on s'est rendu plusieurs fois dans la Silicon Valley afin d'y établir une plateforme pour InQtel, ce qui représentait un incubateur, une infrastructure et des investissements très conséquents. Car celui qui saura le mieux gérer, générer et extraire les données aura un avantage décisif en matière de renseignement. InQtel a ainsi été l'un des premiers investisseurs de Palantir, l'entreprise d'analyse de données la plus puissante du monde, fondée par Peter Thiel. The challenge is to figure out ways to sort through all this data. The kind of approach that Palantir uses, I think, will ultimately be the one that we will go with as if we want to solve these problems, because you need... Because what they can take the mountain of text messages and find the gem that they're looking for, yes. Whereas the NSA just goes, here's a mountain, I don't know what to do with it. Yes, I think the Snowden stuff's been very misinterpreted. It doesn't show the NSA as Big Brother. It shows the NSA as the Keystone Cops. Face à des outils aussi puissants aux mains d'intérêts privés, quelles règles un gouvernement peut-il encore imposer? Où commence la responsabilité de l'État et où s'arrête celle de l'entreprise? Les changements se profilent à toute vitesse. On nous parle sans arrêt de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on en voit aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui nous attend. Les choses sérieuses vont arriver. Vivek Wadhwa est un ingénieur et entrepreneur de renommée internationale. Pourtant, il n'hésite pas à critiquer le système dont il est partie prenante. Quels que soient les secteurs, la technologie va tout balayer, à commencer par la finance. Tout le système bancaire est menacé, aussi bien par les devises virtuelles que par les transactions numériques. Amazon pourrait bien devenir la plus grande menace pour les organismes de crédit. Qui aurait pu imaginer ça? Dans l'industrie, les robots arrivent. Depuis l'an dernier, il est devenu moins cher de faire fabriquer aux États-Unis et en Europe qu'en Chine, grâce à la robotique. Donc ça va déstabiliser toute l'industrie chinoise. Dans 10 ans, ce seront les imprimantes 3D qui rendront les robots obsolètes, et ainsi de suite. En médecine, d'ici 4 ou 5 ans, l'intelligence artificielle permettra d'analyser toutes les données en provenance de nos capteurs, de nos dossiers médicaux, ou de notre génome, ou de notre microbiome. Sa capacité d'analyse et de diagnostic sera plus fine et plus éclairée que celle d'un médecin humain. Et on parlera de médecin numérique dans quelques années seulement. Benoît, l'intelligence artificielle, elle peut transformer nos vies? Il est évident que dans le domaine de la santé, on est au début d'un cycle d'innovation qui n'a probablement d'équivalent qu'au milieu du XXe siècle quand on a inventé les antibiotiques. Donc c'est vous dire à quel point
dans les 30 ans qui viennent, on va avoir des progrès dans le domaine de la santé grâce au numérique et à l'intelligence artificielle qui vont être prodigieux. Des lignes de code, des pixels, des images médicales. La start-up Therapixel a créé une intelligence artificielle capable de dépister des cancers du sein. Alors ce que vous avez à l'image, c'est deux mammographies. Et l'objectif du radiologue, c'est d'aller trouver les anomalies dans cette image qui peuvent être une signature d'un potentiel cancer. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas complètement évident sur ce genre de cas. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est le résultat de l'algorithme qui fait ressortir des zones qui sont très suspectes. Un ordinateur qui détecte des tumeurs avec une fiabilité comparable à celle des meilleurs radiologues. La promesse d'un gain de temps et d'une réduction des mauvais diagnostics. L'algorithme fonctionne comme un cerveau humain devenu intelligent après avoir analysé des centaines de milliers de mammographies. Des données, notamment issues de l'Institut Curie à Paris. Dans ce centre de lutte contre le cancer, l'intelligence artificielle sert aux radiologues, mais également à la recherche. Bon, il y a beaucoup de patients aujourd'hui ou pas? Oui, il y a pas mal. Il y en a combien? Il y en a plus de 27, je crois. Le docteur Salomon est le chef de service de pathologie. Les chercheurs y analysent des échantillons de tumeurs prélevés chez les patients. Et ici, on ne se contente pas d'analyser des images. L'intelligence artificielle utilise également toutes les données médicales de chaque patient, essais thérapeutiques, protocoles de soins. Une façon de faire émerger de nouveaux marqueurs du cancer. Pour nous, c'est l'ouverture vers de la recherche, de nouvelles découvertes, de nouveaux marqueurs qu'on ne verrait pas, nous, de signes que l'on n'aurait pas remarqués, mais que l'ordinateur qui regarde ça de façon avec des algorithmes très sophistiqués peut peut-être nous éclairer et nous les montrer, nous les apprendre. Et puis, d'un autre côté, l'ordinateur peut prendre en charge des tâches fastidieuses et répétitives. À terme, cet algorithme pourra prédire l'évolution des maladies et permettre de mieux soigner les patients. Conscient de l'enjeu, l'Institut Curie a créé un service dédié à l'intelligence artificielle. Chercheurs et ingénieurs y croisent leur savoir, portés par le désir de bouleverser le monde de la recherche. Je crois qu'on est au début d'une révolution. Les retombées, elles vont être essentielles pour la recherche dans les prochaines années, avant d'être une retombée pour les soins et pour les malades. Donc ça va faire exploser la recherche dans le domaine du cancer notamment. Et puis on pense que dans 10-15 ans, ça sera utilisé beaucoup plus couramment pour les soins. Mais je ne pense pas avant. Est-ce que quand on parle finalement de prolonger la vie, voire plus d'ailleurs, tout est souhaitable? Tout n'est pas souhaitable. Si je vous dis qu'on va pouvoir programmer les gènes et faire de la sélection, parce que de manière assez spontanée et naturelle, tout le monde dirait non, on n'a pas envie de ça. Bon. Mais en même temps, la difficulté, ça va être de mettre la frontière entre ce qui est souhaitable, sauver des vies, et puis ce qui n'est pas souhaitable, devenir l'apprenti sorcier de l'humanité. Et en fait, c'est cette ligne de crête qui va être extrêmement difficile à définir dans les années qui viennent. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et donc on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. L'Institut pour le futur étudie les dernières technologies et anticipe leur utilisation. Il a pour mission d'orienter les stratégies des grandes entreprises et de les guider vers le futur qu'elles ont imaginé pour elles-mêmes. Dans tous ces scénarios, les limites entre entreprises et États s'estompent, confortant ainsi la thèse que la technologie se substituera bientôt à des pans entiers de l'administration publique. En fin de compte, s'abonner à un bouquet de services revient un peu à payer un impôt pour bénéficier de ces services. Donc à mon avis, de plus en plus d'entreprises privées vont proposer des abonnements aux services de première nécessité que les États ne pourront plus assurer. Et les États vont de plus en plus calquer leur fonctionnement sur celui des entreprises. Bonjour Jacques Attali. Bonjour.
Alors, à plusieurs reprises, lors de nos conversations dans cette bibliothèque du Sénat, vous avez évoqué le thème de la surveillance. Encore la semaine dernière, lorsque nous parlions de l'autorité, vous exprimiez le fait que les compagnies d'assurance deviendraient des outils de surveillance et donc de nouvelles formes d'autorité. D'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que nous sommes autant surveillés? Nous sommes de plus en plus libres. Mais cette liberté entraînant de plus en plus de précarité, nous avons besoin, face à cette précarité, de nous sentir de plus en plus rassurés. Nous pouvons prendre des risques à condition que quelqu'un nous protège contre les conséquences des risques. Et donc, c'est l'engrenage de la liberté qui nous conduit à vouloir être surveillés. C'est la liberté qui nous conduit à une sorte de totalitarisme accepté. Les sociétés ne peuvent pas fonctionner dans la déloyauté. Elles ont besoin de créer de la loyauté. Donc, elles ont besoin de surveiller leurs membres pour que leurs membres restent loyaux. Soit de façon à les convaincre, soit de façon à les y contraindre à rester loyaux. Et donc, il y a un lent glissement vers une intériorisation de la dictature, j'emploie des mots très forts, que les technologies permettent, où la liberté ultime est le droit d'assumer le désir d'être en situation d'obéir à des normes fixées de l'extérieur. Au fond, la surveillance bascule dans la dictature à partir du moment où quelqu'un d'autre que moi fixe les normes, me dicte ma conduite et me met en situation d'obéissance surveillée. Alors qui va fixer ces normes à l'avenir? Qui seront les surveilleurs de demain? L'État, des compagnies privées? Je crois que, en effet, il y a la CIA, il y a le terrorisme qui conduit à l'essayer de tout contrôler et qui est justifié par ça. Le 11 septembre a été l'occasion d'une extraordinaire accélération de la surveillance dans la société mondiale, sous prétexte justifié de lutter contre le terrorisme. Mais à mon sens, ce n'est pas les États qui vont être les principaux acteurs de la surveillance. Ils n'en auront pas les moyens. Ce sont les compagnies d'assurance. La sécurité sociale publique va progressivement, dans la globalisation, laisser la place à des sécurités sociales privées dont les compagnies d'assurance seront les principaux maîtres. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, des organismes privés ou des organismes dont ce n'est pas la responsabilité vont peu à peu remplacer ou collaborer avec l'État pour nous surveiller, nous les individus? C'est déjà le cas depuis longtemps. L'État assure l'essentiel de la surveillance. La police est là pour ça, et les citoyens le souhaitent. Mais de plus en plus, et depuis longtemps, les citoyens souhaitent aussi que soit mener une politique qui leur permet d'avoir une certaine sécurité dans leur vie, en étant couverts contre des risques. Couverts contre des risques, ça veut dire assurés contre ces risques. Et pour être assurés contre ces risques, ils payent des primes d'assurance qui leur garantissent en échange une rémunération en cas de réalisation du risque. C'est vrai sur les problèmes de la maladie, où les compagnies d'assurance privées ou publiques, parce qu'au fond, qu'est-ce que la sécurité sociale? C'est une compagnie d'assurance publique. Qu'est-ce que c'est que les charges sociales? Ce sont des primes d'assurance payées par le contribuable à la sécurité sociale, compagnie d'assurance publique. Donc il y a tout un ensemble d'institutions qui sont payées pour tout savoir sur chacun de nous. N'empêche qu'il y a des compagnies ou des sociétés auxquelles on confie des informations personnelles, des opérateurs de téléphone, des universités, des hôpitaux à qui on donne des informations nous concernant directement, qui pourraient être utilisées pour nous surveiller à long terme? Il y a aujourd'hui qui les utilisent déjà d'ailleurs. Oui, il y a aujourd'hui des technologies extrêmement sophistiquées qui permettent de tout connaître. Votre téléphone, même s'il est éteint aujourd'hui, permettra à quelqu'un, qui que ce soit, dans 15 ans, de savoir qu'à l'heure où nous faisons cette émission, vous êtes là avec moi. Ce système de GPS qui va maintenant être généralisé à tous les objets, tout le monde aura un GPS sur son téléphone, va permettre de tout savoir sur tout le monde, sur l'histoire de ses mouvements. Tout ce qui est enregistré devient outil de surveillance. Devient outil de surveillance, surtout à cause des technologies de plus en plus sophistiquées qui vont être aussi de l'Internet des objets, où il y aura Internet dans les objets, on saura où sont tous les objets, on saura comment vous interagissez avec les objets. Et la grande question, c'est de savoir qui connaît ces informations et surtout qui a le droit de les croiser. Et la question sera de savoir qui a accès à ces informations. Le problème des nouvelles technologies, c'est que les informations coûtent très bon marché pour être accumulées et qu'il est très difficile d'éviter qu'elles soient transmises. Par exemple, si quelqu'un connaît votre comportement familial, vos conditions de vie, mais si c'est pas le même que celui qui connaît votre comportement téléphonique ou votre attitude à l'égard de l'automobile, c'est pas forcément tragique. Mais si quelqu'un a tout ensemble
Il peut, par exemple, dire « Monsieur, vous avez 2 enfants, vous êtes séparés, vous avez une prime d'assurance, mais vous ne payez pas la prime d'assurance sur la retraite, ça serait bien pour vous de l'avoir, et on vous la donne. » Donc il y a une sorte de surveillance commerciale. Donc le premier objectif... Oui, c'est pour le bien-être des individus. Oui, enfin, dans ce cas-là, on peut être d'accord pour être surveillé. D'abord, c'est un outil de marketing, pour vendre des choses à des gens. Deuxièmement, c'est un outil en effet de surveillance policière, pour faire en sorte que les gens soient mieux tenus. Alors pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, même si tout ce que vous nous dites visera à nous protéger, quels seront les domaines dans lesquels nous ne serons, à votre avis, jamais surveillés? Aucun. Je ne vois aucun domaine dans lequel nous ne pourrions pas être surveillés. Le progrès est un instrument extraordinaire de développement, mais en même temps, si on y prend garde, un instrument extraordinaire de dictature. Et là, des institutions comme la CNIL, comme les parlements... devraient entièrement repenser l'idée de liberté individuelle et... Il faut repenser la politique à l'aune des technologies de demain. Merci Jacques Attali. Les États vont devoir se restructurer entièrement s'ils veulent pouvoir continuer à exister au XXIe siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les prémices d'un nouvel empire mondial qui apparaîtra d'ici 10, 15, 20 ou 30 ans. Mais ce ne sera ni un empire américain, ni un empire chinois. Ce sera un empire sans nationalité particulière. Il sera vraisemblablement très hétérogène, mais il y aura des couches du réseau qui connecteront tous les individus entre eux et d'autres réseaux très locaux. Son centre sera assez difficile à déterminer et on risque de mettre assez longtemps à savoir qui détient vraiment le pouvoir dans ce nouvel empire, à l'exception peut-être de quelques grandes entreprises ou États qui auront réussi à tirer leur épingle du jeu. La Silicon Valley a bâti un empire presque sans le vouloir. En s'immisçant dans toutes les interactions humaines, elle a hérité de responsabilités colossales vis-à-vis des milliards d'individus qui sont désormais ses sujets. Si les contours de cet empire sont largement virtuels, son pouvoir, lui, est bien réel. Les géants de la technologie ont redessiné la carte du monde et ils y règnent désormais en maître absolu. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Eh bien oui, Temps X est donc votre magazine. Le magazine de tous ceux qui aiment et connaissent la science-fiction, bien sûr, mais également de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Que sera notre monde demain? Cette question engage tout l'avenir de la vie et nous allons maintenant l'évoquer en compagnie du docteur Salomon qui a précisément écrit un ouvrage tout à fait passionnant sur cet avenir de la vie aux éditions Segers et c'est cet avenir que nous allons donc interroger en votre compagnie, docteur Salomon. Merci d'être donc avec nous dans le Temps X et vous avez eu l'occasion au cours de votre grande recherche de rencontrer des dizaines de biologistes éminents, connus dans le monde entier pour leurs travaux et vous avez, je crois, brossé un tableau général de ce que seront les changements fondamentaux dans les sciences de la vie d'ici 20 ans. Alors pouvez-vous nous en donner quelques aperçus très rapidement, ces grands changements qui vont gouverner les nouvelles sciences de la vie? Eh bien, en biologie et en médecine, il y aura des changements dus à 3 grandes révolutions qui sont passées à côté de nous sans qu'on s'en soit aperçu toujours. Ce que j'appellerais la révolution biologique, la biologie moléculaire, la génétique, la nouvelle immunologie, la révolution technologique, la découverte du scanner et de toutes sortes d'instruments très sophistiqués, et enfin la révolution informatique. Ces 3 révolutions faites ensemble, accomplies ensemble, ont créé un changement non pas de degré,
mais de nature dans la biologie et la médecine. Si bien que dans les 20 prochaines années, nous allons assister à une rupture profonde dans le domaine des sciences de la vie. Aujourd'hui, à la lumière des travaux des généticiens, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. À savoir, d'un côté, ça peut conduire à un nouvel âge d'or pour l'humanité, ou bien, au contraire, une sorte d'apocalypse. Cette question, vous l'avez posée à de nombreux chercheurs. Que vous ont-ils répondu, en gros? Ce que le génie génétique pourra faire, et là les promesses sont illimitées, c'est renouveler les sources renouvelables. Ça a l'air d'un truisme. Mais effectivement, dans le domaine de la santé, on en a déjà parlé, dans le domaine de l'énergie, par la photosynthèse de certaines plantes, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation, en ayant des plantes qui fixent les engrais azotés, etc. Enfin, les exemples sont infinis. Le génie génétique pourra absolument résoudre une très grande partie des problèmes humains. On dit aussi que le génie génétique pourra modifier l'homme lui-même dans sa structure biologique. Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Il y a une force de résistance de la nature qui fait qu'un certain nombre de fantasmes scientifiques ne verront jamais le jour. Alors précisément, docteur Salomon, il y a un fantasme justement qui a été mis en place depuis très longtemps par les auteurs de science-fiction, depuis presque une cinquantaine d'années maintenant, qui rejoint d'ailleurs la question du génie génétique et celle du cyborg, c'est-à-dire de l'alliance entre un être biologique et des entités mécaniques, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le prolongement des prothèses. Que dit la médecine dans ce domaine pour les 20 prochaines années? C'est un fantasme absolu. On y pense, on en parle, mais on peut penser de tout. Je disais tout à l'heure qu'il y a une espèce de force d'inertie de la nature qui fait qu'on peut violer certains mécanismes naturels jusqu'à une certaine limite. Je crois que c'est pas très sérieux. Je crois que c'est un fantasme fantasmatique. Bon, mais alors revenons maintenant à ce qui est du domaine de la prolongation des capacités naturelles de l'homme, et vous avez insisté dans le cadre de votre enquête sur la prolongation de la vie. Je crois que nombreux sont les chercheurs qui vous auraient répondu qu'on pouvait vivre 100 ans, 120 ans et peut-être même au-delà. Oui, c'est vrai. Il semble, d'après les travaux des généticiens, que notre code génétique programme un certain nombre d'entre nous, je dirais même la majorité d'entre nous, jusqu'à 120 ans. Ce qui arrive, c'est que la machine se délabre avant. Alors à partir du moment où, par des greffes d'organes, ou par des prothèses, ou par une alliance des deux, ou par induction génétique d'un organe disparu, on peut théoriquement, puisque le noyau de la cellule comporte toutes les données de l'organe à venir, on pourrait prendre une cellule de la peau et à partir de cela reconstituer le corps tout entier, je veux dire, dans une vue théorique. Donc je crois que le problème de la prolongation de la vie est un problème qui sera scientifiquement résolu. Le vrai problème n'est pas là, le vrai problème est ajouter de la vie aux années ou des années à la vie. 120 ans, pourquoi faire et dans quel type de société? Oui, mais on peut aussi penser qu'il y aura, grâce à la pharmacopée, justement des percées qui permettront, par exemple, de réduire les processus de sénescence et donc de soulager les personnes âgées. C'est certain, oui, c'est certain. Mais ça ne résout pas le problème fondamental qui est quelle sera la place des vieillards, des hommes du 3e et du 4e âge dans le monde de demain. Justement, ça, nous pouvons essayer de répondre à cette question en nous tournant vers l'homme du 21e siècle. Docteur Salomon, ce sera notre dernière question. Comment envisagez-vous le visage donc, de cet homme du 21e siècle? Avec beaucoup d'optimisme, mais avec un optimisme tragique parce que ça ne se fera pas sans mal. Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Fini les temps archaïques de l'homo sapiens tributaire de Dame Nature. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Pour la première fois de notre histoire,
nous avons la possibilité de modifier radicalement ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution. Pas dans un futur lointain de science-fiction, mais là, maintenant. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Nous voulons manipuler, nous voulons modifier, nous apprenons à nous changer nous-mêmes. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres? Voyage à la recherche de cet homme du futur, hybride mi-homme, mi-machine, humain génétiquement modifié, un homme presque parfait.